Nous allons parler dans cette vidéo de comprendre ses peurs pour éviter les crises d'angoisse. Dans cette vidéo, je vais distinguer les peurs des crises d'angoisse, des phobies. Même si le fonctionnement est le même, j'ai décidé de distinguer un peu ces trois niveaux d'intensité. Parlons d'abord des peurs. On a peur, c'est un mot qu'on utilise souvent, j'ai peur de ce qui va se passer demain, j'ai peur de rater, j'ai peur d'échouer, j'ai peur que le chien me morde, j'ai peur de bégayer, j'ai peur de ne pas trouver de boulot, j'ai peur de tout perdre, j'ai peur de me faire quitter par l'autre, j'ai peur de me retrouver seule dans un lieu public, j'ai peur du bonheur, j'ai peur de craquer, j'ai peur d'exploser, j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de tomber malade. Disons que c'est un mot qu'on utilise régulièrement. J'ai peur de beaucoup de choses différentes. Je peux avoir peur de tout, de plein de choses différentes. Et la peur est souvent classée comme une émotion, mais on va voir que dans le cadre de l'approche de Hodge à l'envers de l'ego, la peur n'est pas une émotion. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Simplement, si on regarde, si on décortique un petit peu nos peurs. Imaginons, prenons la peur que le chien me morde. J'ai peur que le chien me morde. Est-ce que là, ici et maintenant, est-ce que le chien est en train de nous mordre? Est-ce qu'on est dans le moment présent, le passé ou le futur quand on a peur? Si on a peur de ce qui va arriver, de ce qui va arriver dans 2 minutes, de ce qui va arriver dans 10 minutes, de ce qui risque d'arriver demain, et si ça arrivait? Et si j'y arrivais pas? Et si je me plantais? Est-ce qu'on est dans le moment présent, passé ou futur? Est-ce que là, ici, maintenant, le chien est en train de me mordre? Non, on est dans le futur. La peur, c'est quand notre mental nous emmène dans une projection de ce qui pourrait arriver dans le futur. Une peur n'est jamais dans le moment présent. Là, ici, maintenant, dans l'instant présent, on n'a jamais, 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 jamais de peur. Je sais que ça perturbe parce qu'on a souvent tendance à parler du fait que la peur est une émotion et donc, si on regarde la définition de ce qu'on a donné des émotions, ça veut dire qu'une émotion, on la ressent dans le moment présent. Et généralement, on va me dire, non, attends, Cécile, la peur, c'est forcément une émotion. Je ressens une tension. Je la sens, moi, là, ici, maintenant, la peur. En fait, ce qu'on ressent, c'est une tension. C'est notre corps, notre meilleur ami, qui est en train de nous dire, attention, tu es en train de partir dans le futur, tu es en train de t'imaginer le futur, tu es en train de penser au futur. Reviens là, ici, maintenant. Donc oui, on ressent une tension, mais cette tension, c'est uniquement notre corps qui nous dit qu'il y a notre mental qui nous a embarqués dans le futur et qui nous indique de revenir là, ici, maintenant, dans le moment présent. J'ai peur de rater, j'ai peur de bégayer à mon oral. Stop, là, ici, maintenant. Est-ce que je suis en train de rater? Est-ce que je suis en train de bégayer? Non. Donc, il n'y a jamais, jamais, jamais de peur dans le moment présent. C'est toujours quand on est en train d'imaginer quelque chose qui pourrait arriver. Je peux aussi être dans le futur parce que je me souviens de mon passé. Ça, c'est de nouveau la peur. Je vais avoir peur de rater demain parce que la dernière fois que j'ai vécu ça, je l'ai raté ou la dernière fois, ça s'est mal passé. Donc, j'anticipe que ça va de nouveau mal se passer. Et ça, c'est de nouveau le mental. Alors, en effet, on ressent une tension, mais c'est soit la tension de me souvenir de ce qui s'est mal passé dans le passé et du coup d'anticiper que ça va de nouveau se reproduire dans le futur. Cette tension physique que l'on sent, elle n'est pas imaginaire. Là, je vous l'accorde. Et on la ressent dans le moment présent. Mais il suffit de revenir dans cet instant présent en portant notre attention à notre corps physique, donc à une partie de notre corps physique, de bouger nos orteils, de sentir nos jambes ou notre pied qui se déroule sur le sol quand on marche, de revenir à notre attention portée sur notre corps physique ou porter notre attention à notre corps sensoriel, sur un de nos sens, pour qu'on revienne dans quelque chose de là, ici et maintenant qui existe. Et là, ici, maintenant, on n'est pas en danger, on n'est pas en train de bégayer, on n'est pas en train de rater nos examens, on n'est pas en train de tout perdre. Si on n'écoute pas ces signes de tension, en effet, là, on va pouvoir commencer, si on n'écoute pas ces tensions et qu'on ne s'entraîne pas à revenir dans le moment présent régulièrement, ces tensions elles vont s'accumuler. Et cette tension, comme notre corps, c'est comme un élastique, à un moment donné, l'élastique, il peut commencer à trembler et se mettre à nous déclencher des symptômes physiques importants. Donc souvent, quand on parle des peurs, souvent quand on décrit les symptômes physiques que l'on ressent quand on est dans la peur, on va nous parler par exemple de boule à la gorge, cette sensation que le cœur bat plus vite, les mains moites, les jambes qui tremblent, les mains qui tremblent.
ça peut être une boule au ventre, ça peut être les épaules qui se crispent ou même parfois la sensation que la tête tourne, qu'on a des vertiges, la bouche sèche. Ou par exemple, on va parler de vessie nerveuse juste avant, de trac, où on va avoir envie de tout le temps aller aux toilettes. Ça, c'est des signes simplement qu'on est tendu. C'est des signes de tension, que notre mental est présent, qui nous indiquent que notre mental est présent. Et il va falloir revenir là, ici, maintenant, pour pouvoir éliminer ces symptômes. Maintenant, ça c'est facile en théorie, mais on va voir qu'en pratique, dans un cas que je vais vous présenter, la peur peut prendre énormément de place et peut vraiment diriger notre vie et commencer à nous handicaper sérieusement dans notre quotidien. Donc on va parler de Emma, qui a 40 ans, qui vient me voir parce qu'elle a la sensation que son corps va la lâcher. Elle me dit textuellement. Ça fait 2 ans qu'elle enchaîne les symptômes physiques tels que infection, sinusite, infection inexpliquée, sinusite, douleur au dos, vertige. Tout ceci, en fait, tous ces symptômes-là la fatiguent et lui ont fait perdre confiance dans son corps. Elle a l'impression que son corps va la lâcher en permanence. Elle se sent tout le temps fébrile, tout le temps malade, tout le temps fragile. Et ça lui fait peur au point où ça l'empêche, aujourd'hui elle n'a pas de travail, ça l'empêche de postuler un nouveau travail parce qu'elle a peur de nouveau de tomber malade. Elle a peur que son corps la lâche en plein milieu de son boulot et que ça la mette en conflit avec son employé. Du coup, elle est complètement tétanisée, elle n'arrive plus à rien faire, elle est tout le temps aux aguets en train d'attendre le prochain vertige, la prochaine infection, la prochaine douleur, la prochaine tension. Et elle est tellement happée par ça que sa situation financière commence à se détériorer. Elle est en couple avec un homme qui lui travaille. Malheureusement, lui, il commence un petit peu à en avoir marre parce qu'il dit, bon, ça fait 2 ans que tu as des bobos qui n'ont pas en plus de causes physiologiques graves, et pourtant qui existent, ces symptômes existent, même s'ils ont une origine psychosomatique, ça ne veut pas dire que le symptôme n'existe pas, mais disons que quand on pousse plus loin du côté mécanique du corps, il n'y a pas vraiment de raison qu'elle ait ces infections ou ces virus ou qu'elle soit tout le temps en permanence avec ses vertiges et ses hypertensions dans lesquelles elle vit en permanence. Donc lui, il commence à dire, son conjoint, il commence à dire, bon, ce serait peut-être bien que tu commences à dépasser un peu tes bobos et que tu te mettes à retrouver du travail. Donc le fait de ne pas avoir de travail commence à impacter sa vie de couple, à impacter aussi sa vie sociale parce qu'elle s'empêche de sortir parce qu'elle n'a pas d'argent, parce qu'elle s'empêche de sortir de peur que d'un seul coup son corps la lâche, ce qui lui est déjà arrivé en sortant d'un restaurant, un étourdissement. Et donc elle est complètement tétanisée, elle a perdu totalement confiance en son corps depuis maintenant 2 ans et elle s'enferme de plus en plus dans cette situation-là. Donc rapidement, on va aborder ensemble ce que ça veut dire on va rapidement aborder ensemble le mot de tension. D'accord ? On va essayer d'oublier un petit peu la déclinaison de ces symptômes. Ça veut dire de dire est-ce que c'est une infection, est-ce que c'est un virus, est-ce que c'est un vertige, d'où est-ce que ça vient. On va juste dire, je vais dire ok, moi je suis un peu bébête, moi j'ai besoin de choses simples. Et on va mettre le mot tension. Dès qu'il y a un symptôme physique, on va appeler ça une tension. Je dis, il y a 2 choix. Soit on voit ces symptômes-là comme étant des symptômes de trahison de son corps, des signes de trahison de son corps, et on va se battre contre les symptômes, on va focaliser sur les symptômes, on va s'occuper des symptômes, et en fait, on va se battre contre son propre corps. Soit on part du principe où ces tensions, ces symptômes-là, ces tensions sont juste un signe, un appel un peu de son corps, son meilleur ami, qui lui dit qu'elle est tendue et qu'il y a un truc qu'elle fait qui la met en tension et qui fait qu'elle ne se respecte pas. Et donc, plutôt que de voir ça comme quelque chose contre lequel lutter, voir plutôt ça comme un indicateur, un peu un baromètre, en disant « Ok, là, ça veut dire que je suis tendue. » Donc, première chose à faire, quand je suis tendue, ça veut dire que mon mental est là, et que mon mental est là en train soit de me couper du moment présent, de me mettre dans le futur ou dans le passé, soit de me couper du moment présent en me coupant de mes émotions, soit de me couper du moment présent en me coupant de la personne que je suis, de mes envies, de la personne que je suis et de toutes mes qualités. Une fois qu'on a décortiqué un peu ça et qu'on a dit ok, on reprend une nouvelle grille de lecture, on va commencer petit à petit avec Emma à apprendre à éteindre le mental. Apprendre à éteindre le mental dans ses gestes du quotidien. Pas forcément attendre que son corps soit à un niveau de tension
élevé ou qu'il y ait une infection ou qu'il y ait un symptôme physique, mais juste déjà de se rendre compte, ok, plusieurs fois par jour, est-ce que je suis tendu ou détendu? Déjà de se rendre compte petit à petit que, en fait, elle est beaucoup plus tendue que ce qu'elle le pense et que ces tensions, elles peuvent avoir d'autres symptômes que carrément un vertige. Mais ça peut être déjà une boule à la gorge, ça peut déjà être justement ses mains moites, la bouche sèche. Ça peut être des symptômes qui sont un peu d'une intensité un peu moins grande et lui permettre de dire, ok, dès qu'il y a une tension, on éteint le mental, on revient là ici maintenant, on porte notre attention à notre corps physique, on porte notre attention à notre corps sensoriel, afin de revenir juste là ici maintenant et de détendre l'élastique. Donc l'idée c'est de dire, ok, dès qu'il y a une tension, je me détends, mais aussi dès que je vais commencer à me mettre à penser au futur, dès que je vais imaginer que mon corps va me lâcher. Hein, c'est pas mon corps me lâche, mais sa peur c'est que son corps la lâche tout à l'heure, dans 10 minutes, dans 1 heure, demain. Donc c'est de dire, ok, dès que je pense à ça, je reviens dans le moment présent. Là, ici, maintenant, mon corps n'est pas en train de me lâcher. Là, ici, maintenant, je porte mon attention à quelque chose qui existe, donc ça veut dire qui est concret, à mon corps physique et à mon corps sensoriel. Alors avec Emma, on va plutôt passer par le corps sensoriel, parce que le corps physique, c'est quelque chose qui est compliqué pour elle, parce qu'elle va avoir tendance à tout de suite essayer d'aller chercher quelle est la tension physique en elle qui va créer le symptôme, et ça l'embarque très rapidement sur le mental. L'idée, c'est de se rendre compte qu'en fait, elle est tout le temps dans le futur en train d'imaginer qu'elle va pas pouvoir avoir un nouveau travail, que son conjoint va la quitter, que son corps va la lâcher, et de la ramener régulièrement là, ici, maintenant, là, ici, maintenant, là, ici, maintenant. Petit à petit, Emma se rend compte qu'en fait, elle a moins de peur. Ça commence à aller un petit peu mieux, mais que c'est pas évident de rester dans ce moment présent et qu'elle a vite tendance à repartir dans ses pensées, à repartir dans ses tensions. Donc là, une fois qu'on a appris à éteindre le mental, on va pouvoir commencer à dire, ok, quand je suis là, ici, maintenant, dans le moment présent, est-ce qu'il reste une tension? Généralement, les tensions liées au mental vont être des tensions un peu dans les épaules, vont être des tensions dans le dos, des tensions qui ne sont pas forcément devant. Alors que quand on va éteindre notre mental, s'il reste des tensions, c'est souvent des tensions qui sont entre le périnée et la bouche, plutôt devant. Et ces tensions-là, ça va être des tensions liées au fait que notre mental est en train de bloquer nos émotions. Donc une fois qu'Emma a commencé à apprendre à éteindre son mental et à revenir dans le moment présent, on a pu passer à la deuxième étape qui est de dire, ok, quand vous revenez dans le moment présent, est-ce que vous êtes encore tendu ou détendu? Tendu, d'accord. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous ressentez la tension? Je donne un exemple, je la ressens ici. C'est une oppression. Ok, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion? Puis là, de nouveau, je suis un peu bébête. Donc en fait, je comprends que 3 mots, colère, joie, tristesse. Et Emma va se rendre compte que, en fait, elle a des émotions et que certaines de ces tensions qu'elle ressent sont des tensions liées à des émotions qu'elle a bloquées. On s'entraîne sur les émotions du moment présent, les petites frustrations. J'ai envie de sortir, mais j'ai pas l'argent. J'ai envie d'aller courir, mais j'ai pas la force physique. Ou des tensions dans son quotidien avec son conjoint. Et petit à petit, on en arrive à dire, mais depuis quand est-ce que les premiers symptômes sont apparus? Depuis quand est-ce qu'il y a eu les premiers vertiges, les premières maladies, les premiers symptômes physiques? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Et Emma me raconte qu'en fait, elle a quitté son travail suite à un harcèlement de la part d'une collègue et que du coup, elle a donné sa démission pour monter une activité indépendante. Elle s'est dit, je démissionne, je ne suis pas faite pour travailler en équipe, ça s'est mal passé, je quitte mon travail et du coup, je vais lancer mon activité indépendante. Et son activité indépendante n'a pas fonctionné, n'a pas marché comme elle le voulait. Qu'est-ce qu'elle a ressenti par rapport au fait que son activité indépendante ne fonctionne pas comme elle le désirait? Petit à petit, elle se rend compte aussi qu'il y a eu de la colère. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Rien. Elle l'a bloqué, elle l'a mis de côté et elle est partie très vite dans son mental en train de se dire qu'elle était nulle, se juger, se commencer à se critiquer, à se dire que si elle aurait jamais dû quitter son travail et puis que du coup ça va pas fonctionner, elle va pas y arriver et elle est rentrée dans ce cercle vicieux-là. Mais avant même, donc elle a pu commencer à exprimer par rapport à son activité indépendante et remonter jusqu'aux émotions qu'elle avait aussi bloquées par rapport à son harcèlement
qu'elle a vécues au travail par rapport à la collègue qui l'avait mobée lors de son travail, et de pouvoir justement, elle a commencé à pouvoir éliminer les émotions qu'elle avait bloquées en elle, donc nettoyer les scènes, vider ces scènes-là de son contenu émotionnel, et du coup, comme elle avait moins d'émotions à bloquer, son mental était moins fort et ça lui permettait de pouvoir revenir plus longtemps et de rester plus longtemps dans cet instant présent et d'accéder à ses envies, d'accéder à de quoi elle avait envie, elle pour elle, dans le moment présent, et de pouvoir mettre en place petit à petit, retrouver la confiance en elle, en son corps, et pouvoir commencer à retrouver aussi l'énergie de se relancer dans son activité, qui était une activité qu'elle désirait du plus profond d'elle, et pouvoir relancer son activité en ayant confiance là, ici, maintenant. Donc on voit que les peurs, hein, c'est vraiment quelque chose où le mental, c'est pas juste « Ah, bah je bouge mes orteils et c'est fini ». Si à chaque fois que je reviens dans mon présent, je me retrouve en contact avec une émotion et que je la rebloque avec mon mental, je vais très vite repartir dans le futur. Donc une peur, c'est quelque chose qui fait des va-et-vient et qui est difficile à faire partir si on ne va pas à la cause de qu'est-ce qui déclenche mon mental, qu'est-ce qui déclenche ce même mental qui m'envoie dans le futur ou qui me fait passer du passé au futur. Parlons un peu des crises d'angoisse. Les crises d'angoisse, c'est un peu encore un niveau au-dessus. Il y a la peur qu'on arrive à gérer. La crise d'angoisse, généralement, c'est très compliqué de la gérer. C'est quelque chose qui nous prend, qui est très fort, qui est très subi. Et qui va complètement nous paralyser et nous tétaniser. Ça peut être très impressionnant, la crise d'angoisse. C'est quelque chose de très douloureux pour les gens qui vivent des crises d'angoisse. Et parce que les crises d'angoisse peuvent se déclencher n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Et généralement, sans qu'on les sente venir. Et ce qui va se passer, c'est que les personnes qui font des crises d'angoisse, en fait, vont très rapidement perdre confiance dans leur corps, vont très rapidement se méfier de la prochaine crise d'angoisse. Mais quand est-ce qu'elle va arriver? J'ai fait une crise d'angoisse, j'ai plus rien géré, j'ai pas été capable de me retenir, donc quand est-ce que ça va revenir? Quand est-ce que ça va ressurgir? Ou alors, je sais que tous les soirs, quand je vais me coucher, je fais une crise d'angoisse, donc j'appréhende d'aller me coucher, et c'est vraiment le mental, le petit vélo qui s'emballe et qui tourne de plus en plus vite. La crise d'angoisse, c'est un peu comme si je reviens toujours à cette comparaison entre notre corps et un élastique, c'est vraiment l'élastique est tellement tendu qu'à un moment donné, il se met à trembler, hein, il se tétanise. Hein, si on tient un élastique comme ça, tendu toute la journée, l'élastique va trembler et va se mettre à trembler et nos bras vont complètement se tétaniser. Ça vide, c'est fatigant, c'est épuisant. Généralement, après la crise d'angoisse, la personne va se sentir vidée et épuisée. La crise d'angoisse, c'est vraiment l'impression, on peut avoir l'impression qu'on va mourir, on peut avoir l'impression qu'on ne respire plus et puis que ça ne va jamais s'arrêter, que ça dure une éternité. C'est quelque chose de très difficile et très douloureux à vivre parce que c'est ingérable. On oublie de pouvoir gérer une crise d'angoisse. Une fois que la crise se déclenche, quelque part, le mieux, c'est de la laisser se faire et puis de pouvoir après la crise d'angoisse, éventuellement, on pourra commencer un travail pour voir ce qui s'est passé avant, quel a été le déclencheur. Mais disons que quand la crise d'angoisse arrive, c'est souvent difficile de commencer à se calmer alors que la crise est déjà lancée. Donc, les personnes qui font des crises d'angoisse vont parler de sensations d'étouffer, de sensations d'avoir vraiment des tremblements intérieurs très importants, des sueurs froides ou des sueurs chaudes, la nausée, ça peut être aussi le voile noir où d'un seul coup on ne voit plus rien, des crises de larmes, des maux de tête, ça peut être aussi des démangeaisons cutanées assez importantes. On peut avoir les jambes qui nous lâchent, de l'hyperventilation ou au contraire de la difficulté à respirer comme si vraiment on étouffait. Donc c'est vraiment des symptômes très forts, très impressionnants et qui donnent une sensation d'avoir l'impression qu'on va mourir et qu'on va pas s'en sortir, qu'on va vraiment pas réussir, que notre cœur va lâcher d'une minute à l'autre. Donc c'est quelque chose qui est très courant, mais qui est très impressionnant pour la personne qui le vit. Je vais vous prendre l'exemple justement concret d'Adrien, qui a 13 ans et qui vient me voir parce qu'en fait, il fait des crises d'angoisse à répétition depuis maintenant 1 an. Ses parents me disent que la fréquence des crises d'angoisse fait que d'augmenter, que ces crises d'angoisse deviennent tellement importantes
qui sont à 2 doigts de le déscolariser parce que ça devient ingérable pour l'école. Et puis surtout que quand Adrien fait ses crises d'angoisse à l'école, bah, tout le monde commence à dire « Ah, c'est celui qui est malade, celui qui a la pauvre chochotte ». Enfin, on commence à se moquer de lui. Donc c'est difficile aussi pour lui au niveau social avec ses copains, mais aussi avec ses profs. Parce qu'il y a toute une partie des profs qui hésitent un peu. Est-ce que oui ou non? Oui, d'accord, des angoisses, mais bon, maintenant ça suffit. Faudrait peut-être apprendre à gérer. Est-ce que c'est vraiment une angoisse ou est-ce que vraiment ce serait pas une manière d'éviter les épreuves, une manière d'éviter les examens, de sortir de cours parce qu'ils ont pour consigne justement de le laisser sortir, aller aux toilettes pour pouvoir se reprendre. Et il y a une partie du corps enseignant qui émet un petit peu des doutes, enfin c'est ce qu'Adrien me dit, qu'il sent bien qu'il y a certains enseignants qui pensent qu'ils jouent la comédie et que ça devient difficile pour lui parce que du coup, il en est à faire des angoisses, à l'idée de faire des angoisses à l'école. Il n'arrive plus très bien à dormir et ça a été tellement important et tellement impressionnant et tellement handicapant pour lui que ses parents en fait l'ont envoyé voir une psychiatre qui l'a mis sous antidépresseur. Le problème c'est que il dit moi ça me calme pas mes crises d'angoisse, par contre ça me donne envie de vomir, ça m'écœure complètement et puis ça me donne envie de dormir tout le temps, donc je suis pas concentrée en cours, donc forcément échec scolaire. Et justement comme il le disait vraiment j'en suis angoissée d'avoir une crise d'angoisse et ça devient insupportable. Il comprend pas pourquoi lui il est comme ça. Ses parents au premier rendez-vous n'ont pas signalé, ils comprennent pas non plus. À leurs yeux, il s'est rien passé il y a une année. Il s'est rien passé de grave, pas de changement important, pas de choc émotionnel, pas d'événement particulier. Et même Adrien, il n'arrive pas trop à savoir quand est-ce que c'est arrivé, quand est-ce que ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé avant. Il est dans une telle souffrance que l'urgence, ça va être de dire « Ok, on va d'abord expliquer ce que c'est qu'une crise d'angoisse. » Donc, je vais lui expliquer qu'en fait, le corps, justement, c'est notre meilleur ami et qu'une crise d'angoisse, c'est l'élastique qui se met à trembler et que c'est une hyper tension du corps qui fait qu'à un moment donné, le corps, il va monter le volume pour lui dire de revenir dans le moment présent jusqu'à ce que ce soit tellement puissant, tellement que le mental, la tension soit tellement forte que ça retombe et puis que ça l'oblige à revenir juste, ne serait-ce qu'une seconde dans le moment présent, là, ici, maintenant. L'idée, c'est de dire, ok, quand la crise d'angoisse, elle monte, ça monte, la crise d'angoisse, c'est un peu comme le pic. Puis à un moment donné, ça s'arrête. Ça veut dire qu'on est épuisé, on est fatigué. Et ce qui se passe juste derrière, c'est que la plupart du temps, on commence à se juger par rapport aux crises d'angoisse. C'est ce qui se passe avec Adrien. Il se dit, mais je suis nul, pourquoi est-ce que j'ai ça, je suis vraiment zéro, franchement, je suis une chochotte. Enfin, il commence à se juger, à culpabiliser d'avoir fait une crise d'angoisse, à se poser 1000 questions, à avoir peur d'en refaire une. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il est redescendu, en fait, il ne va pas redescendre à un niveau de détente complet. Il va vite repartir dans le mental en train de repartir dans la tension avec ses culpabilités, ses remords, ses jugements et sa peur de refaire une crise d'angoisse. Et en fait, ça veut dire qu'on va monter de tension en tension, de niveau de tension en tension. Donc, une fois qu'on a expliqué ça, j'explique à Adrien que l'idée, ça va être de dire déjà, au lieu de repartir tout de suite dans la tension après une crise d'angoisse, première chose, on revient dans le moment présent. On apprend à éteindre le mental et on apprend à ne pas se juger, à ne pas se cataloguer, à ne pas culpabiliser par rapport à la crise d'angoisse et juste revenir là, ici, maintenant. Et quand on est dans le moment présent, là, ici, maintenant, éventuellement, il va pouvoir se poser la question de dire qu'est-ce qui a été le déclencheur? À quel moment je suis passée de détente à tension? Quand est-ce que la tension a commencé à venir? Et l'idée, ça va être aussi de, petit à petit, qu'ils se rendent compte de quels sont les symptômes physiques avant la crise d'angoisse. Souvent, c'est à force d'être coupé de notre corps, à force d'être coupé, d'être dans notre mental et coupé complètement de notre sensation physique de tension ou de détente, on ne se rend même pas compte qu'il y a des signes précurseurs, qu'il y a des signes que notre corps nous envoie en disant « là, t'es tendu », qui sont peut-être moins forts que tout de suite « j'arrive plus à respirer », mais qui sont déjà, par exemple, justement, les signes de peur, main moite, la boule au ventre, le cœur qui commence à s'accélérer. Et l'idée, c'est que Adrien, petit à petit, se rende compte que quand il y a ces symptômes, ça veut dire qu'il est
son corps est en train de lui dire ça se tend, il y a une tension, il y a une tension, plutôt que d'attendre que l'élastique soit hyper tendu, c'est tout de suite de couper cette tension en disant ok, dès que je ressens ça, je reviens là, ici, maintenant, dans le moment présent. C'est ce que Adrien fait petit à petit en insérant ça dans son quotidien et surtout, on travaille beaucoup sur le fait que l'idée, c'est pas d'attendre la crise d'angoisse pour commencer à s'entraîner à éteindre notre mental, parce que ça revient à dire j'attends le match de tennis pour commencer à m'entraîner à jouer au tennis. C'est trop tard. Le match de tennis, c'est pas là où on commence à prendre sa raquette et à s'entraîner. L'idée, c'est de s'entraîner avant le match. Donc, il va falloir que toute la journée, 1000 fois par jour, il revienne là, ici, maintenant, en portant son attention à une partie du corps ou à un de ses sens, peu importe où il est, peu importe ce qu'il fait, mais qui s'entraîne à éteindre son mental pour pouvoir justement sentir quand d'un seul coup, il passe de détente à tension et se rendre compte que, bah, ok, première chose, j'éteins mon mental, je reviens là, ici, maintenant. En revenant dans le moment présent et en s'entraînant à faire ça, déjà, les crises d'angoisse diminuent assez rapidement parce que notre corps, bah, il n'a plus besoin de hurler pour qu'on l'entende. Et en revenant là, ici, maintenant, dans le moment présent, Adrien se rend compte qu'en fait, il a encore des tensions, même en étant dans le moment présent. Mais ces tensions, ça va être des tensions liées à ses émotions bloquées. Donc là, de nouveau, ok, si dans le moment présent, je ressens encore une tension, qu'est-ce que je ressens? Colère, joie, tristesse. Petit à petit, Adrien a fait ce travail-là. Donc, il a rapidement arrêté ses antidépresseurs. Il a vraiment mis en pratique la méthode Hodge à l'envers de l'ego. Et il a appris à revenir à lui, à sentir que son corps, en fait, n'était pas son pire ennemi, mais au contraire son meilleur ami. Et à se rendre compte que, bah, il avait des colères, il avait des joies, il avait des tristesses qui bloquaient en lui et qui faisaient que son mental moulinait, et son mental démarrait, l'emmenait très vite dans le futur ou dans le passé et le coupait complètement de là, ici et maintenant. Il a pu arriver au déclencheur un an avant, qui était en fait une trahison de la part d'un de ses groupes d'amis. Et il pensait qu'il était passé à autre chose. Et en fait, il avait une énorme colère par rapport à ça. Et cette énorme colère, bah, son mental, il mettait les bouchées doubles pour essayer de la bloquer. Et puis, bah, c'est ce qui a fait que son mental, à un moment donné, l'a emmené dans une hypertension, donc dans des crises d'angoisse à répétition. Une fois qu'il a pu exprimer cette colère-là, il a pu se rendre compte qu'en fait, ok, il pouvait être dans le moment présent sans qu'il y ait forcément de grosses tensions. Il a repris confiance en lui et il a pu rattraper un petit peu son retard et reprendre sa vie d'adolescent et d'adolescent détendu, sans antidépresseurs et sans avoir l'étiquette de celui qui est malade. Si on parle maintenant des phobies, les phobies, c'est vraiment une peur récurrente d'un niveau d'intensité encore plus important. Une phobie, c'est souvent lié à la base, il y a un événement traumatisant à la base d'une phobie. Les phobies, elles peuvent être aussi tout autant handicapantes que les crises d'angoisse. Et les phobies, elles sont dirigées par rapport à un objet. Ça peut être la phobie des insectes, ça peut être la phobie de l'ascenseur, ça peut être la phobie d'être dehors, la phobie d'une partie du corps. C'est vraiment un objet bien précis, une focalisation bien précise sur un sujet bien précis. Et c'est une phobie, c'est plus fort que nous, on est incapable de se contrôler, incapable de gérer. C'est vraiment quelque chose de très très fort et qui peut être handicapant parce que ça peut être la phobie de la foule, ça peut être donc impossible de sortir de chez soi, ça peut être la claustrophobie, impossible d'être enfermé dans une pièce. Donc les phobies, c'est quelque chose qui peut être très handicapant et qui est incontrôlable. Mais le point de départ d'une phobie, c'est un événement traumatisant, c'est un traumatisme précis. Pas forcément su, et on ne s'est pas forcément rendu compte que c'était aussi traumatisant que ça. Hein. Ça peut être quelque chose de très anecdotique, mais qui a été un peu comme encapsulé et qui a créé en fait petit à petit ce mental qui débarque et qui nous met dans une phobie, une réaction instantanée, très intense par rapport à l'objet de notre phobie. Hein, on va avoir tendance à fuir l'objet de notre phobie, à éviter ça, à éviter les ascenseurs, éviter de se retrouver à la campagne, éviter si on a peur des insectes, éviter le chien si on a la phobie des chiens. Et ça nous tétanise. C'est quelque chose où, quand on est dans une phobie, on est complètement tétanisé, paralysé. Il y a plus, notre corps ne répond plus.
et on va soit fuir, partir en courant, soit on peut être au niveau où on n'arrive plus à bouger, on n'arrive plus à rien faire. On va prendre un exemple de nouveau concret de la phobie, d'une phobie et puis d'une patiente qui vient vers moi, qui s'appelle Stéphanie, qui a 45 ans et qui, elle, a la phobie depuis des années de conduire sur l'autoroute. Bon, a priori, pas dramatique, vous me direz, bah, pour elle, ça a eu des conséquences assez importantes. Donc, jusqu'à présent, en fait, ça ne l'handicapait pas. Elle a toujours été phobique de conduire sur l'autoroute. Arriver sur l'autoroute, c'est la fin du monde. Elle ne peut pas, elle braque tout. Elle est incapable de prendre une entrée d'autoroute. Et c'est vraiment une réelle phobie. Jusqu'à présent, elle arrivait à gérer. Son mari faisait les longs trajets. Pour aller au travail, elle passait par les routes de campagne, par des routes parallèles. Mais elle avait aucun problème à éviter sa phobie. Le problème, c'est que aujourd'hui, elle habite dans un village à la campagne où il n'y a pas beaucoup de transport public et elle a été mutée par rapport à son travail dans une ville plus loin que là où elle travaillait jusqu'à maintenant. Et cette mutation la force à emprunter l'autoroute pour aller au travail. Alors jusqu'à présent, elle arrive à éviter et elle se rajoute presque 1 heure de voiture de trajet aller et presque 1 heure de trajet retour pour éviter l'autoroute, mais elle devient fatiguée, ça devient insupportable et ça lui rallonge beaucoup trop ses horaires, elle part beaucoup trop tôt, elle revient beaucoup trop tard, elle est maman de 2 enfants et c'est compliqué pour elle de continuer à ce rythme-là. Donc elle a commencé des thérapies pour pouvoir gérer sa phobie, où on a commencé à petit l'exposer à l'objet de sa phobie, des thérapies cognitivo-comportementales, TCC. Elle a réussi à gérer un petit moment et en fait, elle sent bien que c'est trop fragile et que elle n'en est pas à avoir confiance au point de pouvoir rentrer sur l'autoroute. Elle a essayé de vivre avec sa phobie et puis de plus trop en faire casse, ça fonctionne pas non plus. Et donc là, elle en a marre, elle en peut plus, elle veut vraiment guérir de sa phobie une bonne fois pour toutes. Donc je lui pose la question de savoir depuis quand est-ce qu'elle a cette phobie, est-ce que depuis quand elle a peur d'aller sur l'autoroute, est-ce que c'est depuis toujours ou est-ce qu'elle a eu un accident sur l'autoroute, est-ce qu'elle a vu des images par rapport à l'autoroute, essayer d'aller chercher un peu l'événement traumatisant. Rien, depuis toujours, depuis qu'elle conduit, elle n'a jamais pu rentrer sur l'autoroute. Ça a été une phobie tout de suite, une angoisse tout de suite. Donc, je lui demande, mais pour le permis de conduire, vous n'avez pas dû rentrer sur l'autoroute? Et en fait, elle me dit que si, pour le permis de conduire, elle a dû, avec son prof d'auto-école, elle a dû prendre l'autoroute et elle se souvient très bien que c'était une angoisse parce qu'il lui mettait son prof d'auto-école lui mettait la pression en lui disant va plus vite, avance, accélère, et que elle, c'était quelque chose de déjà qui l'angoissait d'aller trop vite et de rentrer sur l'autoroute et d'accélérer autant. Et elle me disait qu'il lui hurlait dessus. Donc à ce moment-là, je lui demande mais qu'est-ce que vous avez ressenti quand votre prof d'auto-école vous hurlait dessus en vous disant va plus vite. Et elle me dit de la peur. Je dis ok, alors attendez, on va juste reprendre. La peur, c'est pas une émotion. Donc première chose, on va étendre notre mental, revenir là ici maintenant et se remettre un peu dans le moment, le premier moment, la première fois où elle va pour rentrer sur l'autoroute et on se remet dans cette scène-là. Donc on éteint vraiment le mental, on reprend la même scène, on rentre dans la scène. Elle se voit pas en train de vivre la scène de l'extérieur. Elle est vraiment ok, vous êtes sur la route, qu'est-ce qui se passe? Et on a décortiqué seconde après seconde, laissé passer comme ça ce temps-là en disant qu'est-ce qui se passe? Et la tension détente. Jusqu'au moment où en fait, elle s'est rendue compte que elle a eu une énorme colère au moment où son prof lui dit va plus vite. Et ça, elle n'avait jamais percuté qu'il y avait une colère à ce moment-là et que c'était cette colère-là qui avait déclenché la peur. Que du moment où elle a bloqué cette colère, cette émotion-là, c'est son mental qui lui a permis de bloquer cette émotion et son mental l'a emmenée dans la peur. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle a dû revenir face
à l'autoroute, revenir au moment où elle devait rentrer sur l'autoroute, en fait, son corps, lui, qui est son meilleur ami, qui lui dit il y a quelque chose qui est toujours pas exprimé, qui est toujours là, son corps faisait remonter se retrouvait face au même déclencheur, donc face à la même émotion, colère, et instantanément, le mental venait bloquer l'émotion. Donc à la fin, pour elle, autoroute égale mental. Autoroute égale peur. Alors qu'en fait, si on décortique, l'autoroute égale colère, colère, si elle n'est pas exprimée, mentale. Et du coup, Stéphanie, elle a pu se permettre de s'autoriser à exprimer cette colère-là par rapport à l'entrée sur l'autoroute, par rapport à son moniteur d'auto-école qui lui mettait la pression et qui lui hurlait dessus pour qu'elle aille plus vite. Et une fois qu'elle a pu exprimer vraiment jusqu'au bout cette colère, petit à petit, en éteignant bien à chaque fois son mental et en étant bien dans le moment présent, elle a pu recommencer à reconduire et à rentrer sur l'autoroute, faire un petit bout, ressortir. Et petit à petit, elle a complètement guéri de sa phobie de l'autoroute. Et depuis, elle met beaucoup moins de temps pour aller au travail, ce qui lui fait récupérer beaucoup plus d'énergie. Donc c'est important de se rendre compte que les peurs, les angoisses, les phobies, c'est uniquement, je mets des guillemets, parce qu'on a vu que les symptômes, je nie pas du tout les symptômes, mais que la cause des peurs, des angoisses et des phobies, c'est notre mental qui se met en route, notre mental, notre petit vélo, qui nous projette dans le futur, qui nous projette dans le « et si ça se passe mal ?» Et qu'est-ce qui va arriver dans 1 minute, dans 3 minutes, dans 1 heure? C'est notre mental qui se met à tourner et qui, en effet, crée une énorme tension dans notre corps, mais il suffit, entre guillemets, de revenir dans le moment présent pour qu'il n'y ait plus aucune peur, pour qu'il n'y ait plus de tension liée à notre mental. Par contre, il va nous rester les tensions liées à nos émotions. Et si la cause principale du début en fait de nos symptômes, donc qui est une émotion bloquée, n'est pas exprimée, si l'émotion n'est pas exprimée, notre mental il va continuer à faire son travail. C'est ce qui fait que c'est très difficile de juste dire j'éteins le mental et puis de penser que hop, il va jamais revenir. Non, si à chaque fois qu'on éteint le mental, on se retrouve face à une émotion, à chaque fois on la bloque, on va instantanément repartir dans notre mental, donc dans le futur, nos peurs, nos angoisses, nos appréhensions, nos attentes et aussi nos angoisses et nos peurs.